on n'est pas saisi par la peur, quoi. C'est ça qui est assez étonnant. Évidemment, 30 ans après, les gens doivent se dire, mais il est fou, il a eu 17 morts et il n'a pas peur. On ne pense pas que ça peut finir aussi mal. Bonsoir. En septembre 2001, lorsque les tours du World Trade Center s'écroulent devant les caméras du monde entier, l'horreur du terrorisme médiatique est à son apogée. Mais le premier acte de cette nouvelle forme d'action est né 30 ans plus tôt, ce jour-là, et avec ces images. Regardez, nous sommes le 5 septembre 1972, à Munich, au cœur du village olympique des Jeux d'été. Cet homme, cagoulé, est l'un des membres du commando terroriste palestinien qui a pris en otage 11 athlètes israéliens. Et comme ils en rêvaient, les caméras du monde entier sont braquées sur eux, sur cet immeuble, et bien sûr sur cette action terroriste. Quelques heures plus tard, et après un scénario complètement fou que nous allons vous raconter ce soir, c'est donc dans un bain de sang que va se terminer cette terrible journée. Avec nous ce soir des hommes qui étaient là, ce jour-là, et qui se souviennent bien sûr de ces images, de cette silhouette, de cette terrasse. Eugène Saccomanno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous étiez venu à Munich suivre des Jeux Olympiques et vous allez côtoyer l'horreur. On n'oublie pas, 30 ans après les faits, cette histoire-là. Oui, effectivement, puisque ça devait être les Jeux de l'amitié, les Jeux qui gommaient complètement, qui occultaient les Jeux de 36, tristement célèbres. Et puis, bon, tout avait bien démarré dans ces Jeux Olympiques. Et puis arrive le 5 septembre. Ce jour-là, c'est votre correspondant israélien qui vous réveille en vous disant il se passe quelque chose. Voilà, on avait un correspondant dont on doutait, enfin on ne savait pas trop s'il était ou journaliste ou agent du Mossad. C'était Ben Porat. Il était les deux, c'était Ben Porat. Et il réveille la rédaction à Paris, qui nous réveille nous, avec Dominique Chapat. Et donc, c'était 8h moins le quart, hein, Dominique. C'était très tôt. Peut-être. Alors justement, vous étiez là, un jeune journaliste à l'époque, qu'on connaît bien ici à M6, Dominique Chapat, bonsoir, merci d'être avec nous. On n'oublie pas, après toutes ces années, ces images de cet événement, vous les avez encore en vous? Oui, parce que de même que vous avez eu raison d'insister sur le fait qu'on n'imaginait pas, en septembre 2001, 2 avions qui se fracassent avec des otages, des passagers otages à bord sur 2 tours de New York. Nous, on ne pouvait pas imaginer, en arrivant sur ces Jeux Olympiques, une équipe de reporters sportifs. Il y avait Eugène Saccomanno, il y avait Roger Couder, il y avait mon père, Robert Chapat. On n'imaginait pas un matin être réveillé par la rédaction de Paris qui nous apprend qu'un commando terroriste, ça voulait dire, ne rien dire pour nous. Un commando terroriste dans les Jeux Olympiques, vous imaginez? Alors vous, journaliste sportif, vous allez devoir commenter, relayer l'information pour Paris. On écoute juste quelques secondes de son, un son que vous avez envoyé, Eugène Saccomanno, à Europe 1 à l'époque. On va l'écouter. Les tireurs d'élite de la police allemande qui sont couchés sur le bord de la piste ouvrent le feu. Les tirs qui retentissent, on va y revenir bien évidemment, c'était sur l'aéroport quelques temps plus tard. Il faut quand même rappeler le contexte de l'époque, Eugène Saccomanno. C'était des Jeux Olympiques plutôt peace and love, quand on est après 68, c'est plutôt la fête qu'on attend, bien évidemment. Oui, on attend la fête et tout le monde est assez joyeux. Nous avons en France des espoirs, enfin en France, dans la délégation française, des espoirs de médailles. Et puis, il y a ce réveil. Là, nous filons avec Dominique au village olympique. Nous empruntons une voiture marquée d'ailleurs. Hein. Nous nous garons dans le parking. Nous traversons le bar des athlètes sans être dérangés, absolument pas. Aucune force de police. Nous avons évidemment des vêtements qui ressemblent à ceux des athlètes. Et nous entrons dans le village très tranquillement, peut-être 1 heure avant que le village soit bouclé par la police. Nous sommes les premiers journalistes à entrer dans le village. C'est un point important que vous soulignez. Vous passez tranquillement. Est-ce que vous étiez fouillé? Est-ce qu'il y avait une sécurité particulière? Il n'y a pas de sécurité comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut montrer des empreintes digitales, le fond de l'œil. Aujourd'hui, c'est impossible. Alors avec nous également depuis Jérusalem, Avi Pazner, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ancien ambassadeur d'Israël en France, porte-parole du gouvernement. Mais ce soir, vous souhaitez intervenir à titre personnel et non pas en tant que porte-parole. On va parler ce soir du terrorisme d'hier qui vous a bien évidemment marqué. Lorsque vous avez suivi cette affaire, vous étiez où, vous, Avi Pazner? J'étais à Jérusalem. À cette époque, j'étais porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères. Nous avons appris vers 9h du matin ou 9h moins quart du matin la terrible nouvelle et nous nous sommes réunis en cellule de crise. Et de là, pendant toute la journée et toute la nuit, jusqu'au lendemain matin, nous avons suivi toutes les péripéties de cette tragédie
nous avons suivi ça le souffle coupé, car il s'agissait de nos meilleurs athlètes, il s'agissait de la délégation israélienne aux Jeux de Munich. Monsieur Pazner, ces images de Munich, les commentaires radio, bien évidemment, tout le peuple israélien a écouté et a suivi cette prise d'otage minute par minute. Ah bien sûr, Israël s'est arrêté, tout s'est arrêté en Israël. Le travail, les écoles, tout s'est arrêté. On était tous collés à nos radios, parce qu'il y avait les télévisions, il n'y avait pas encore alors les satellites en Israël. On était tous collés à nos radios et on suivait, tout le monde suivait. Et maintenant, quand j'en parle, j'ai le cœur, je le sens. Encore aujourd'hui. J'ai encore cette sensation terrible qu'on a tout fait pour essayer de les sauver et que chacun de nous se sentait comme si on était là personnellement, et c'était une épreuve terrible pour nous. Ça me fait mal, même aujourd'hui, d'y penser. Alors, dans un instant, nous allons nous replonger au cœur de cet événement avec ceux qui l'ont vécu, mais également l'un de ceux qui a fomenté cette terrible action témoignera. Une enquête sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais aussi sur les conséquences de ce drame. Nous verrons comment l'État d'Israël a réagi, quelles ont été les représailles, la vengeance, diront certains. Et c'est un film qui relance cette semaine la polémique, un film signé Steven Spielberg. Steven Spielberg qui est habitué, on va dire, plutôt au consensus, mais qui cette fois divise. On regarde la bande-annonce de ce film. Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner. These guerrillas are a group called Black September. The commandos have automatic weapons on the hostages. A deal had been made. Now the Israelis disappeared. Massive security force. In front of it, the Arabs attacked. They're all gone. Every civilization finds it necessary to negotiate compromises with its own values. We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. You're going to kill them, one by one. Alors, réalité ou fiction? Fiction-réalité, Steven Spielberg dit avoir été largement conseillé et documenté par différents spécialistes. Avi Pazner, juste avant que l'on suive notre enquête, une question. Vous avez vu ce film? Oui, j'ai vu ce film. Quel est votre avis, votre point de vue? On sait qu'il fait polémique aujourd'hui, et notamment en Israël. Bon, le film, comme tous les films de Spielberg, est très bien fait, intéressant. Mais c'est une chose qui m'a frappé spécialement, c'est que Steven Spielberg met sur le même niveau, je crois, ou presque, je dirais, pas sur le même, presque sur le même niveau, terroristes et ceux qui essayent de se défendre contre le terrorisme, quand la morale du film est que ça ne sert à rien de se défendre contre le terrorisme. Et là, je crois qu'il fait une grosse erreur, parce qu'il ne s'agissait pas d'une action terroriste et d'une vengeance. Il s'agissait d'une action terroriste et d'une action de justice, pas de vengeance. Et je crois que si tous les pays du monde avaient cette même attitude envers le terrorisme qu'Israël a, c'est-à-dire contre le terrorisme, il faut se battre, il faut se défendre, parce que si vous ne le faites pas, demain, vous aurez un acte de terrorisme encore pire. Et si tout le monde avait adopté une attitude similaire, je crois que vous n'auriez pas eu la tragédie de septembre 2001 à New York. Monsieur Pazner, on aura l'occasion de revenir sur tout cela. On va en reparler tout à l'heure. Vengeance, représailles, que s'est-il passé durant toutes ces années? Place maintenant à notre document, enquête sur les dessous d'une prise d'otage. Munich, septembre 1972. À l'époque, le monde entier s'attend à suivre une fête comme vous, les journalistes sportifs qui étaient sur place. Et pourtant, c'est une tragédie qui les attend. Document signé Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, Marc Boulet, David Coiffier et Tania Goldenberg. Plus jamais une compétition après Munich n'a été comme avant Munich. Cela devait être les Jeux de la paix dans le monde, un exemple pour le futur. L'opération de Munich est une opération qui a été conçue par Abu Daoud. Elle portera la signature Septembre Noir. Ils m'ont appelé à 9h et ils m'ont dit André fait partie des otages.
Pour la première fois, il faut une opération qui va être médiatisée. L'attaque du commando palestinien fait 2 morts. Mon rôle, c'était de tout faire pour qu'ils restent calmes. To keep them quiet. À partir du moment où il y a déjà 2 morts, on est rentré déjà dans l'intervention. Les Allemands n'avaient pas le moindre plan, pas la moindre idée sur la façon de sauver les otages. Rien. Je n'imaginais pas que ça puisse finir dans un bain de sang comme ça. Ils étaient comme mes fils. Munich, 26 août 1972. La flamme pénètre dans le stade olympique. Les 20e Olympiades de l'histoire viennent de commencer. Plus de 120 pays sont en compétition. Et parmi les délégations, l'une d'elles attire tous les regards. C'est Israël. En effet, pour ces sportifs, défiler en Allemagne derrière l'étoile de David est un symbole particulièrement fort. Vous savez, l'excitation d'attendre ce moment et de le voir, c'est quelque chose que je ne peux presque pas expliquer. C'est de la fierté, du bonheur, de la joie. Il faut comprendre que le peuple juif a perdu 6 millions de ses fils en Allemagne. Moins de 30 ans après la Shoah, l'Allemagne veut donner l'image d'un pays pacifié. Elle veut aussi faire oublier les derniers Jeux olympiques organisés par les nazis à Berlin en 1936. Il y avait une idée derrière tout cela. Montrer au monde qu'après les Jeux olympiques de Berlin, nous pouvions faire d'autres Jeux olympiques. Des Jeux libres, joyeux, des Jeux débarrassés de la dictature et de la politique. Les Allemands essayaient de prouver que ces Jeux étaient ceux de la paix. Et dans les Jeux de la paix, il n'y a pas de garde du corps, pas d'armes, pas de personnel portant une arme, ni de policiers ou de soldats. En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, voici à quoi ressemble le service d'ordre des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Les policiers sont habillés de bleu pastel, coiffés d'un joli béret blanc et surtout, aucun d'eux n'est armé. Ce n'était pas trop compliqué de rentrer dans le village olympique. Il suffisait de montrer quelque chose, de porter un survêtement, et on pouvait se glisser à l'intérieur. En fait, à peu près n'importe qui pouvait pénétrer sur le site olympique. Une chance incroyable dont va profiter un groupe de terroristes particulièrement déterminés. Dimanche 3 septembre. Un avion de ligne en provenance de Libye se pose sur l'aéroport de Munich. À son bord, un commando de combattants palestiniens. Les 8 fédayines ont rendez-vous avec un homme, Abu Daoud, l'un des chefs de Septembre Noir, l'organisation terroriste palestinienne. Pendant des années, Abu Daoud a nié toute participation aux événements de Munich. 25 ans plus tard, dans cette interview inédite, il s'explique. Nous avons dit à l'époque, oh écoutez, nous sommes des Palestiniens et nous avons perdu notre terre. Les sionistes nous l'ont confisquée. Nous sommes aujourd'hui des réfugiés qui combattons pour la restitution de notre terre. Et c'est pour cela que nous voulions mettre la pression sur le gouvernement israélien. Abu Daoud et ses hommes établissent leur quartier général ici, à l'hôtel Edenwolf. Et c'est là qu'ils mettent au point les derniers détails de leur plan, prendre en otage des athlètes israéliens.
Pour que ces hommes puissent passer inaperçus, Abu Daoud leur donne à chacun un survêtement et surtout un sac de sport qu'il a rempli de ses propres mains. J'ai préparé 8 sacs de sport, des sacs de véritables sportifs. Je l'ai fait pour tous les hommes du commando. Dedans, j'ai mis quelque chose à manger, quelque chose à boire, une kalachnikov, des cordes, des couteaux, tout ce qu'il faut. Le commando de 8 Palestiniens est maintenant prêt à passer à l'action. Lundi 4 septembre, 21h. Dans le village olympique, l'équipe israélienne a décidé de prendre un peu de bon temps. Nous étions invités par la communauté juive de la ville pour aller voir une pièce de théâtre. Nous sommes rentrés au village et là, on est allé manger un morceau. Dans le village olympique, les cuisines restaient ouvertes 24 heures sur 24. Et ensuite, vers 2 heures du matin, ils ont décidé d'aller dormir. Et à partir de là, tout le monde a regagné sa chambre. Alors que les athlètes israéliens viennent à peine de s'endormir, au même instant, le commando palestinien fait route vers le village olympique. La prise d'otages va commencer. Mardi 5 septembre, 4 heures du matin. Alors que le village est endormi, le commando palestinien se dirige vers les grilles du site olympique. Les terroristes croient avoir pensé à tout. Mais en réalité, une série d'imprévus va mettre en danger toute l'opération. Le premier de ces imprévus a lieu alors que les terroristes sont sur le point de franchir les grilles du village. Quand ils arrivent sur le lieu qu'ils avaient choisi, ils voient un peu plus loin des gens qui avaient l'air de rire, de rigoler. Ces hommes sont en fait des sportifs américains, passablement éméchés, qui rentrent se coucher. Abu Daoud, le chef du commando, ne panique pas, il va même avoir une idée. J'ai changé de plan très vite et j'ai dit à mes hommes, venez, suivez-moi. J'ai aidé les Américains à passer par-dessus la grille et aussi j'ai aidé mes hommes. Et ça se passe merveilleusement bien, c'est-à-dire que les deux groupes se sont entraînés mutuellement à passer de l'autre côté. J'ai réussi à faire entrer mes hommes avec des Américains et personne ne s'est rendu compte de rien. En quelques minutes, 8 terroristes lourdement armés pénètrent dans le village olympique. Abu Daoud, lui, quitte les lieux. Mais pour ces hommes, le plus difficile reste à faire. Les Palestiniens s'approchent de l'immeuble de la délégation israélienne sans être inquiétés. Leur objectif, l'appartement numéro 1, où logent 6 athlètes. Apparemment, tous les sportifs sont endormis. Le commando pénètre alors sans aucun problème dans le bâtiment. Tout était calme. Et alors ils ont sorti leurs armes des sacs de sport. Kalachnikov au poing, les terroristes prennent position. C'est alors qu'un nouvel imprévu survient. Dans l'appartement numéro 1, l'un des athlètes israéliens, Joseph Gutfreund, ne dort pas. Pire, l'oreille collée à la porte, il entend que quelque chose d'anormal est en train de se passer dans le couloir. L'un des athlètes a essayé de les bloquer de l'intérieur et a crié à ses amis de s'échapper. Moi, ce qui m'a réveillé, ce sont les cris de Gutfreund. Il a crié « Fuyez mes amis !» Tuvia Sokolski, l'un des athlètes israéliens, était dans l'appartement à ce moment très précis. J'ai sauté du lit, j'ai regardé vers la porte et j'ai vu Gutfreund. Il pesait 150 kilos, c'était un homme très fort. Il retenait la porte qui était entrouverte.
Et là, j'ai vu un homme avec un masque. Nos regards se sont croisés. Le terroriste était à 3 mètres de moi. J'ai couru vers la porte-fenêtre. Je n'arrivais pas à l'ouvrir. Alors j'ai tiré dessus. Elle s'est pliée. J'étais très fort à l'époque. Et j'ai sauté dehors. Tuvia Sokolski s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Je pensais que mes copains allaient me suivre, mais malheureusement personne ne l'a fait. Ils se sont tous fait prendre. En quelques minutes, le commando capture les 5 athlètes de l'appartement numéro 1. Les terroristes vont alors vouloir prendre d'autres otages dans le reste du pavillon israélien. Seulement voilà, un 3e imprévu survient. À l'extérieur du bâtiment, un homme va les surprendre. Il s'appelle Moshe Weinberger. C'est l'entraîneur de l'équipe de lutte israélienne qui rentre tranquillement se coucher. Moshe Weinberger, qui avait de la famille à Munich, m'avait demandé la permission de rester un peu plus longtemps en ville. Et je lui avais dit, d'accord, tu peux rester avec ta famille. Et quand il est rentré, il devait être 4h15. Et lorsque Moshe Weinberger pénètre dans le bâtiment, les terroristes se jettent sur lui. Sous la menace, l'homme est contraint d'indiquer où sont ses camarades. C'est alors que le sportif israélien a une idée. Il conduit les membres du commando vers l'appartement numéro 3. Et ce n'est pas par hasard. Et il les a emmenés vers la chambre numéro 3 parce qu'il y avait là les hommes forts, des lutteurs, des haltérophiles. Les Palestiniens se retrouvent face à des Israéliens qui, pour la plupart, sont des gens qui savent se battre. À main nue, ils peuvent tuer un homme. Devant la porte de l'appartement numéro 3, une violente bagarre éclate. Les membres du commando paniquent. Quand ils ont vu que certains de leurs prisonniers soit essayaient de s'emparer de leurs armes, soit s'emparer d'un couteau, le premier réflexe de ces Palestiniens, c'était tout de suite de tirer à la Kalachnikov. La prise d'otage vient de faire ses premières victimes. L'haltérophile Joseph Romano est abattu d'une rafale dans le dos. L'entraîneur de lutte, Moshe Weinberger, est exécuté d'une balle dans la tête. Samuel Elkin se souviendra à jamais de ce qu'il a vu cette nuit-là. J'ai entendu une nouvelle rafale de coups de feu et j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu Moshe Weinberger sur le sol, là en sous-vêtements. J'ai vu son corps avec les impacts de balles, le sang qui coulait. Tout ce dont on parle ici n'a duré que quelques minutes. Moins de 10, très peu de temps. Tout ça a été très rapide. Et finalement, les terroristes ont réussi à retourner avec tous les otages dans l'appartement numéro 1. Derrière la porte de l'appartement numéro 1, 9 personnes sont maintenant les otages d'un commando palestinien particulièrement déterminé. Le jour se lève à peine sur Munich. Dans quelques minutes, le monde entier sera informé du drame. Mardi 5 septembre, 7h. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de la prise d'otage se répand dans le village olympique. Un périmètre de sécurité se met en place. Et là, alors que les Palestiniens faisaient tout pour se cacher, l'un d'eux surgit sur le balcon du bâtiment. Cette image est relayée dans la presse du monde entier. Si les terroristes choisissent de se montrer ainsi, c'est que leur objectif est d'abord de faire parler d'eux. En 72, à l'été 72, la grande actualité, c'était pas les histoires du Moyen-Orient, c'était le Vietnam. Les Palestiniens, tout le monde les oubliait. Donc c'est vrai qu'ils se disent, on ne pense pas à nous, et ben c'est vrai, les Jeux Olympiques, on va forcer le monde à s'intéresser à nous.
Walter Troger, le maire du village olympique, se souvient de ce que lui a dit le chef du commando. Il m'a dit, nous n'avons rien contre vous, nous n'avons même rien contre les otages israéliens, mais vous nous offrez une tribune. Et nous devons utiliser cette fenêtre sur le monde pour faire connaître notre cause. Ça a fait rentrer la cause palestinienne dans la tête d'au moins 500 millions de personnes qui au départ n'étaient intéressées que par le sport. Ainsi, face à des dizaines de caméras de télévision, les Palestiniens n'auront qu'un but, faire durer la prise d'otages le plus longtemps possible. Dans un premier temps, le commando va exiger la libération de 234 combattants palestiniens, détenus dans les prisons d'Israël. Une revendication totalement inacceptable pour le Premier ministre israélien de l'époque, Golda Meir. La voici devant le Parlement, quelques heures après le début de la prise d'otage. Je suis vraiment désolée de devoir encore une fois annoncer à la Knesset une nouvelle grave et sérieuse. Si Golda Meir adopte un ton si dramatique, c'est que sa décision est prise. Il n'y aura pas de négociation avec les terroristes palestiniens, au risque de sacrifier les vies de 9 de ses compatriotes. Quelques semaines plus tard, elle devra justifier sa décision. Si on avait accepté de négocier, alors aucun Israélien partout dans le monde ne serait en sécurité. C'est du chantage de la pire espèce. Mardi 5 septembre, 8 heures. Pour attirer encore plus l'attention sur eux, les terroristes vont alors utiliser l'arme de l'ultimatum. Devant 3 responsables allemands, le chef du commando annonce que si dans 1 heure leurs revendications ne sont pas satisfaites, les otages seront tous abattus. Résultat immédiat, sur le site olympique, la tension monte d'un cran. Mais à 9 heures, aucune exécution. Le commando convoque de nouveau les négociateurs et là, il leur donne un deuxième ultimatum, fixé à midi. And you have until 12 o'clock. They said that at 12 o'clock they will shoot. They said that at 12 o'clock they will shoot. Blackmail of the worst kind. Il est midi, et encore une fois, rien ne se passe. Et ce petit jeu va continuer ainsi pendant des heures. Objectif unique, gagner du temps. Pendant toute la journée, nous avons beaucoup parlé. Autant que je m'en souvienne, j'ai pris part à au moins 12 séances de négociation. Pour les terroristes, chaque heure qui passe est une victoire médiatique. C'est la première fois qu'une opération se fait en direct sous les caméras du monde entier. Eh bien, ils découvrent cet énorme effet de levier que leur donne la présence des médias sur une prise d'otage. Malgré la prise d'otage, les organisateurs des JO laissent les épreuves sportives se poursuivre, comme si de rien n'était. À l'époque, Guy Dru a 22 ans. Il s'apprête alors à disputer la finale du 110 mètres haies. La tension monte petit à petit, mais on ne prend pas conscience de ce qui se passe réellement. Moi, j'avais ma finale le lendemain, donc j'étais aussi de temps en temps dans mon trip c'est même très égoïste, mais c'est comme ça. Je vous dis les choses telles que je les ai ressenties, telles que je les ressentais à l'époque. Mais après 10 heures de prise d'otage, la décision que tout le monde attendait est enfin prise. Puis aussi cette information, les Jeux sont suspendus. Guy Kédia. Oui, les Jeux sont suspendus, on le sait maintenant depuis un quart d'heure environ. Ils sont suspendus jusqu'à ce que l'on ait trouvé une solution. Tout le monde disait, il y a quand même des gens qui vivent une situation épouvantable, il faut arrêter les Jeux. Quand on a su qu'il y avait déjà un mort,
On ne va pas jouer au basket à quelques mètres d'un mort. Pour les autorités allemandes, il faut maintenant que la prise d'otages cesse. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de recourir à la force. Mardi 5 septembre, 16h, les policiers s'apprêtent à passer à l'action. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les Allemands n'ont aucune expérience d'une prise d'otage de cette envergure. On a l'impression d'une improvisation qui avance. On a commencé à improviser, on n'arrête plus d'improviser. On fait comme on peut, quoi, avec je te pousse. Ils n'avaient pas le moindre plan, pas la moindre idée sur la façon de sauver les otages. Ils auraient dû nous dire, nous on ne sait pas faire. Si quelqu'un sait, s'il vous plaît, aidez-nous. Première preuve de l'incompétence de la police allemande, cette scène où l'on voit des policiers déguisés en cuisiniers qui s'approchent de l'appartement numéro 1 où sont retenus les otages. Et tout cela sous le regard amusé d'un des membres du commando. Le fait qu'on essaye de les nourrir est souvent, le moyen d'obtenir les informations qui vous manquent sur le nombre de terroristes, sur la manière dont ils sont installés. Objectif des faux cuisiniers, pénétrer dans le bâtiment. Mais le chef des terroristes ne les a pas du tout laissés rentrer. Il était très suspicieux. Il leur a dit, vous posez toute la nourriture par terre. Et là, tranquillement, le chef du commando va prendre lui-même les cajots pour les porter à l'intérieur du bâtiment. Il a porté les cajots lui-même à l'intérieur. Ça n'a pas marché. Alors qu'ils ignorent le nombre des terroristes, la police décide quand même de donner l'assaut. L'opération est suicidaire. Pour cela, 13 hommes sont recrutés dans les rangs des commissariats de Munich. Des hommes qui n'ont aucune expérience du terrorisme. À chacun, on confie une arme automatique et un survêtement de sport afin, pense-t-il, de mieux passer inaperçu. Certains héritent même de casques militaires. Le résultat frise le ridicule. C'est vrai que les pistolets mitrailleurs, ça ne passe pas très bien avec les survêtements. Je ne sais pas pourquoi, on nous avait donné des survêtements. On en avait même de 13 couleurs différentes. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une tentative d'action, parce que les mecs, ils y vont comme s'ils allaient à la pêche. Hein. Si le type qui descend le clope au bec, l'arme à la bandoulière, alors qu'il y a une prise d'otage sous ses pieds, descend comme ça, la seule chose que ça me dit, c'est qu'il s'est promené, il est allé voir et il est revenu. Hein. Nous, on n'était pas formés pour ça. On était des policiers de terrain. Notre travail, c'était les braquages, le proxénétisme, le trafic de drogue. Mais contre le terrorisme, on n'avait aucune formation. Non seulement les policiers allemands ne sont pas formés pour ce genre d'action, mais surtout il y a une chose à laquelle ils n'avaient absolument pas pensé. C'est cela. Il y avait notamment une équipe de télévision sur le pavillon des sportifs d'Allemagne de l'Est. Et ils étaient très bien placés. Ils pouvaient très bien nous voir en train de nous préparer sur les toits. Mais le problème, c'est que les terroristes, eux aussi, regardent la télévision. Et autant dire qu'ils ne ratent pas une miette du spectacle. C'était stupide, parce que ce qu'on voyait à la télévision, les terroristes le voyaient aussi. Les policiers sont obligés de rebrousser chemin. L'assaut est annulé. Pour la police allemande, c'est un échec cuisant. Du côté des terroristes, par contre, l'objectif médiatique est atteint. Les Palestiniens vont alors passer à la dernière phase de leur plan.
les terroristes ont une nouvelle exigence. Quitter l'Allemagne à bord d'un avion avec leurs otages, direction l'Égypte. Seulement, ils n'y parviendront jamais, car toute l'opération va se solder par un terrible carnage. Mardi 5 septembre, il est 22h30. Les terroristes et leurs otages montent à bord de 2 hélicoptères qu'on a mis à leur disposition et quittent le village olympique. Direction l'aéroport, là où un Boeing les attend. 9 otages israéliens, avec les pieds et les mains attachés, la tête basse, emmenés comme on emmène des moutons à l'abattoir, et ça sur le sol allemand. Jusqu'à la fin de ma vie, jamais je n'oublierai cette image. Là, c'est plus pareil. Là, ça prend. Là, d'un seul coup, on a la réalité devant les yeux. Oui, il y a des hommes qui sont en train de jouer leur peau. Le drame va se dérouler sur un aéroport militaire, à une 50aine de kilomètres de Munich. C'est ici que les autorités allemandes ont prévu de tendre un piège aux terroristes. Il y a 5 tireurs embusqués autour de l'aéroport. 3 au sommet de la tour de contrôle, 2 autres cachés de l'autre côté de la piste. Mais le cœur du dispositif se trouve en fait à bord de l'avion qui doit amener les terroristes et leurs otages en Égypte. Et que dans ces avions-là, ils ont prévu un faux équipage qui sera de 8 policiers. Heinz Hohenzin fait partie de ces hommes. À 21h30, le chef de l'opération lui expose les détails du plan. On nous a dit, on a un nouveau plan. Je devais me déguiser en steward avec 5 ou 6 hommes. Et on devait attendre à l'intérieur de l'avion. Ils étaient habillés comme des employés de la Lufthansa. Et ils attendaient que les terroristes entrent dans l'avion pour les attaquer. Seulement, ce plan ne sera jamais mis à exécution. Car avant même l'arrivée du commando, les policiers postés dans l'avion prennent une décision lourde de conséquences. J'ai refusé parce que c'était une opération suicide, encore plus risquée que celle sur le toit. Les types qui étaient à l'intérieur de l'avion, ils avaient 9 chances sur 10 d'y rester. Parce que le chef terroriste avait toujours une grenade à la main. Avec le réservoir de l'avion plein, s'il avait dégoupillé, on aurait tous sauté. Et les 8 policiers qui étaient dans l'avion, je ne vais pas dire font grève, je ne sais pas ce qu'on aurait fait à leur place, mais disent non, non, ça ne marche pas ce truc-là. On ne reste pas dans l'avion, on s'en va. Ils ont tous déserté l'avion. Les policiers quittent donc l'avion, et ce, avec la bénédiction de leur chef. Plus tard, j'ai demandé au commandant allemand « Pourquoi vous les avez laissés faire ?» Il m'a dit « Parce que j'ai vu dans leurs yeux qu'ils avaient envie de vivre, et c'était trop dangereux pour eux. » Et alors je lui ai répondu « Vous avez regardé les yeux de mon mari, assis, les mains liées dans l'hélicoptère. Vous ne pensez pas que lui aussi il avait envie de vivre ?» À ce moment précis, l'opération ne repose donc plus que sur les tireurs disposés de part et d'autre de la piste. Seulement, ils ne sont que 5. Et les terroristes, eux, sont 8. Quand vous voulez abattre une cible, un terroriste, vous avez besoin de 2 tireurs par personne, au moins. Peut-être même 3 dans cette mission-là. Alors le fait qu'il soit 5 tireurs pour 8 terroristes, c'était mission impossible. Pire encore, les hommes sélectionnés par la police sont loin d'être tous des tireurs d'élite. Ils avaient donc pris 5 tireurs, mais c'étaient des amateurs, des tireurs sans expérience. Il faut des vrais tireurs d'élite. En fait, ils ont demandé à des policiers qui avaient déjà tiré avec un fusil, et ceux qui levaient la main étaient choisis pour la mission. Dès lors, quand les terroristes se postent en hélicoptère sur l'aéroport avec leurs otages,
La catastrophe semble jouer d'avance. Quand les terroristes ont atterri, le chef Issa et son adjoint sont descendus de l'hélicoptère et se sont dirigés vers l'avion. Les otages restent dans les deux hélicoptères. Ils rentrent dans l'avion, poste d'équipage, personne. Rien, personne. On leur a dit qu'on allait leur donner un avion pour aller en Égypte, il n'y a personne pour le conduire. Rien ne semble prêt. Ils comprennent que c'est un traquenard. Immédiatement, ils savent qu'il y a piège. Ils redescendent de l'avion. Ils marchent d'abord doucement pour essayer que de l'extérieur, on ne comprenne pas qu'ils ont compris qu'il y avait un piège. Ils reviennent vers les hélicoptères. Et puis petit à petit, je pense qu'ils sont gagnés par l'angoisse, par l'excitation, par la colère, et ils marchent de plus en plus vite vers les hélicoptères. Et à ce moment-là, la police allemande comprend qu'ils ne les ont pas bernés. Et c'est là que commencent les premiers tirs. Un tireur allemand commence à tirer sur eux. Et là, les terroristes se tournent. Ça, je l'ai vu. Et ils tirent sur les projecteurs. Et tout est devenu noir. Immédiatement, ça a tiré dans tous les sens. Pendant 10-15 minutes, c'était incroyable. Et puis ça s'est arrêté, plus un bruit. Et puis ça a repris. Du silence et des tirs. Personne ne comprenait qui tirait sur qui. Depuis la tour de contrôle, un observateur israélien envoyé par Golda Meir assiste à la scène. Il s'appelle Victor Cohen et il va tenter la négociation de la dernière chance. À ce moment-là, je leur crie « Écoutez, nous sommes tous des êtres humains. Arrêtez de jouer avec votre vie et celle des otages. » Et la réponse ? Ils ont tiré. La police allemande décide alors d'envoyer des renforts. Seulement, en voyant arriver les véhicules blindés, les terroristes comprennent aussitôt que leur sort est scellé. À partir du moment où les véhicules blindés sont arrivés, je pense qu'à ce moment-là, ils ont su que tout était terminé. Et puis bon, c'est les desperados. Ils savent que leur rôle maintenant, c'est de tuer les otages, malheureusement. Un terroriste lance alors une grenade dans un des hélicoptères. Là, il y a une explosion et une gerbe bleu ciel, parce que je l'ai toujours dans les yeux, une déflagration et une lueur qui monte à plusieurs mètres bleu ciel. Là, je sais que c'est un hélicoptère qui vient de sauter. Je me demande même si c'est pas le Boeing, mais je sais que c'est quelque chose de gros qui a sauté. Et dans l'autre hélicoptère, eh bien, c'est un autre terroriste qui va tirer, exécuter, fusiller les 4 otages qui sont toujours ligotés, toujours les yeux bandés, à l'arrière de l'hélicoptère, qui sont les 4 côte à côte. Je me suis approché des hélicoptères. Il y avait du sang partout. J'ai vu les otages, ils étaient attachés les uns aux autres. Ils étaient tous morts. Je n'oublierai jamais cette image. Dans la fusillade, un policier allemand est tué. 5 des terroristes ont été abattus. Blessés, les 3 autres membres du commando sont arrêtés. L'opération est un terrible fiasco. Et pour ne rien arranger, dans la confusion, les responsables allemands vont commettre une faute inimaginable. En effet, face aux médias du monde entier,
les autorités vont d'abord laisser entendre que les otages sont en réalité vivants. Et tout à coup, à la télévision, le porte-parole du gouvernement allemand intervient, Konrad Ahlers. Je suis très content car autant que je le sache, cette opération de police est un succès. Vous imaginez ce qui s'est passé chez moi? Toute la journée, on avait été comme ça. Alors tout de suite, mon père est allé chercher le champagne et on a commencé à appeler tout le monde. Il est 1h du matin. Les journaux bouclent leurs éditions en annonçant à la une la libération des otages. Mais devant les grilles de l'aéroport, certains doutent de la version officielle, en particulier Charles Bietri, le correspondant de l'AFP. Et sort à ce moment-là un monsieur, costume, cravate, chemise blanche et les larmes aux yeux. Cet homme n'est autre que le maire de Munich. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me répond, c'est terrible, on a tout manqué, tous les otages sont morts. Charles Bietri transmet aussitôt l'information. À 2h16 du matin, l'AFP annonce « Tous les otages ont été tués ». Et les autorités allemandes ne le disent que 56 minutes plus tard. Ce qui est une honte qu'ils porteront sur leurs épaules toute leur vie. Il est plus de 3h du matin quand la confirmation officielle tombe enfin. Nos pires craintes sont devenues réalité ce soir. Les autorités allemandes disent maintenant qu'il y avait 11 otages. 2 ont été tués dans leur chambre hier matin. 9 ont été tués à l'aéroport ce soir. Ils sont tous morts. Deux jours plus tard, les 11 athlètes assassinés sont enterrés en Israël. Pour l'État hébreu, c'est un drame national. Et la riposte ne va pas tarder. Un mois plus tard, octobre 1972, Golda Meir convoque les familles des otages. 2 des veuves des athlètes assassinés étaient présentes ce jour-là. Et voici ce que la chef du gouvernement israélien leur a dit. Elle nous a dit, le gouvernement israélien a décidé de chasser toute personne impliquée de près ou de loin dans le massacre de Munich. Nous les traquerons aux 4 coins du monde. Elle a dit notre main les attrapera aux 4 coins du monde. J'ai pensé qu'elle voulait dire qu'ils allaient les arrêter pour les ramener en Israël et pour qu'ils soient jugés. En réalité, il a été décidé d'exécuter les terroristes. Le Mossad, les services secrets israéliens, sont chargés de cette incroyable mission. Et le but est vraiment de semer la peur, d'assassiner le plus grand nombre possible de chefs du Septembre Noir, et aussi faire peur aux autres. Ce qui est nouveau, c'est la fréquence et la détermination avec laquelle les Israéliens vont, les uns après les autres, éliminer les terroristes ou les commanditaires qui ont participé à cette opération. Une des premières cibles du Mossad est un médecin palestinien, Mohamed Amshari. L'homme vit à Paris et il est suspecté d'activités terroristes par les services secrets israéliens. Les Israéliens le considèrent comme l'un des contacts de Septembre Noir à Paris. Et voici comment le Mossad va s'y prendre pour supprimer cet homme. Décembre 1972, dans un café parisien. Mohamed Amshari a rendez-vous avec un journaliste. En réalité,
Il s'agit d'un espion israélien chargé de faire diversion. Pendant qu'ils discutent de la question palestinienne, un autre agent du Mossad en profite pour s'introduire dans son appartement. Et il plante une charge explosive sur le téléphone. Et l'agent quitte l'appartement discrètement, sans être remarqué. Quelques instants plus tard, Mohamed Amchari quitte le faux journaliste, sans se douter de rien. Le lendemain, il téléphone. Amchari répond. Et à ce moment-là, ils n'ont plus qu'à déclencher la bombe à distance et la bombe explose. Pour le Mossad, l'opération est un succès. Mohamed Amchari est enterré quelques jours plus tard. L'attentat n'est pas revendiqué. Et personne n'imagine alors qu'il est en fait la première victime d'une longue série d'assassinats. Car dans les mois qui suivent, en Europe ou au Proche-Orient, à Paris, à Athènes, à Chypre ou à Beyrouth, les assassinats de Palestiniens impliqués dans la prise d'otages de Munich se succèdent. Seulement, dans cette vaste opération de représailles menée par Israël, des innocents vont payer de leur vie pour des actes qu'ils n'ont pas commis. C'est le cas de cet homme, Ahmed Bouchiki, dont le seul tort était de ressembler physiquement à l'un des cerveaux de Septembre Noir, un Palestinien nommé Ali Hassan Salamé. Ali Hassan Salamé est le chef d'opération de Septembre Noir, qu'on appelle le Prince Rouge à cause de sa soif de sang et d'opérations sanglantes. 20 juillet 1973, Lillehammer, en Norvège. C'est ici que les services secrets israéliens pensent avoir localisé Salamé. Ce jour-là, le terroriste serait tranquillement attablé dans ce restaurant. On essaie de comparer avec les photos que nous avons chez nous. Il paraît être le même homme. Les 7 agents présents identifient la personne qui boit un café en face d'eux comme le type sur la photo. Il est bien Ali Hassan Salamé. Et personne dans le commando n'a pensé que c'est quelqu'un d'autre. La ressemblance est pour le moins troublante, mais il ne s'agit pas de Salamé, mais bien d'Ahmed Bouchiki, un serveur d'origine marocaine qui a fait sa vie en Norvège. Il est marié avec une Norvégienne qui s'appelle Toril, qui est enceinte, qui attend un enfant, et il a posé des bases pour vivre un bonheur extraordinaire dans le pays qu'il a accueilli. Le soir même, les espions israéliens passent à l'action. Il est 22h quand Ahmed Bouchiki rentre chez lui avec sa femme. Les 2 assassins l'attendent sur la route. Ils se sont approchés de la cible et l'ont abattu. Cette bavure des Israéliens aurait pu passer inaperçue. Seulement, quelques heures à peine après le meurtre, la police norvégienne procède à l'arrestation des agents secrets du Mossad. Ce jour-là, le Mossad voit sa réputation sérieusement entachée. C'est un échec énorme. Le monde entier en a parlé. Tout le monde se gausse de l'échec du Mossad. Tuer un serveur en Norvège pensant que c'est Ali Hassan Salamé. Malgré cet échec, les représailles annoncées par Golda Meir au lendemain de Munich se seraient prolongées jusqu'en 1992. En 20 ans,
l'État d'Israël aurait ainsi abattu plus d'une quinzaine de hauts responsables palestiniens. Les 3 membres du commando palestinien capturés à l'aéroport par la police de Munich ne sont restés que 2 mois en prison. En effet, à la suite d'un détournement d'un avion de la Lufthansa, quelques semaines après les Jeux Olympiques, les terroristes ont servi de monnaie d'échange. Libérés, les 3 hommes ont trouvé refuge en Libye. Mes enfants ne verront plus jamais leur père. Et eux vivent tranquillement leur vie. Ce n'est pas possible, ça me rend malade. Depuis qu'il a révélé son rôle dans la prise d'otages de Munich, Abu Daoud est interdit de séjour en Cisjordanie. L'homme vit aujourd'hui en exil, en Syrie. Israël s'est toujours défendu d'avoir riposté au drame de Munich par pure vengeance. Pour l'État hébreu, les assassinats commis après 1972 étaient d'abord des actions préventives. Ce n'était pas une opération de vengeance, c'était une opération pour prévenir des assassinats ou des massacres supplémentaires. En 1996, 23 ans après l'assassinat d'Ahmed Bouchiki, Israël a versé à sa veuve l'équivalent de 90 000 € d'indemnité, sans jamais reconnaître officiellement sa tragique erreur. Ma mère a 85 ans, elle est malade, elle est pas très bien. Mon plaisir à moi, ça serait qu'il y ait des excuses pour dire que son fils, déjà, n'était pas un terroriste et que c'était une erreur fatale, mais c'était quand même une erreur. Après Munich, plusieurs pays occidentaux ont créé des unités spécialisées dans la lutte contre les actions terroristes. En France, c'est ainsi que le GIGN sera créé en 1974. Aujourd'hui encore, 33 ans plus tard, les événements de Munich restent un cas d'école. L'exemple à ne pas suivre dans la gestion d'une prise d'otage. Voilà pour ce document signé Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac, Marc Boulet et Tania Goldenberg. Avec nous toujours depuis Jérusalem, Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Tout d'abord, on vient de décrypter dans notre reportage l'absence de préparation de la sécurité à Munich en 1972. Des tireurs d'élite qui n'en étaient pas. Est-ce que vous aviez proposé vos services qui, eux, étaient formés à ce type d'action, Monsieur Pazner? Oui, nous avions proposé à l'Allemagne d'envoyer des unités d'élite israéliennes qui étaient d'ailleurs prêtes à partir. Elles étaient toutes prêtes à partir. Mais l'Allemagne a voulu gérer cela par elle-même. Elle nous a dit non merci, il n'y a pas besoin, nous nous en occuperons. Bon, le résultat était tragique, mais nous n'accusons pas l'Allemagne. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Elle n'était pas équipée, pas armée, pas préparée pour s'occuper d'un groupe aussi dangereux. Eugène Sacomano, Dominique Chapat, vous étiez sur place, on était avec vous tout à l'heure. Il y a un moment donné où plus personne ne comprend ce qui se passe véritablement autour de l'aéroport. Oui, effectivement, l'aéroport c'est très tard, c'est à partir de 9-10 heures le soir. Et on est tellement surpris que, moi je me souviens très bien, lorsque je descends de la voiture de notre technicien allemand, tout de suite, j'entends les coups de feu. Il est 11h moins le quart, j'ouvre mon magnétophone, j'entends les coups de feu, très proche, hein, on est peut-être à quelques centaines de mètres de là. Et à Paris, on comprend ce qui se passe? Ah non, pas du tout. À Paris, non, pas du tout. C'est l'incrédulité totale. J'avais à l'autre bout du fil au téléphone, puisque à ce moment-là, on correspondait encore par téléphone, Eugène Sacomano, et j'entendais les détonations, et Eugène qui faisait un commentaire en direct. Et je renvoyais ça à Paris, on me disait « Mais arrêtez, vous êtes fous, qu'est-ce que vous êtes en train de nous... »
personne ne pouvait imaginer que le carnage était en cours. Et c'était terrible. Nous, on était partagés entre le besoin d'informer et l'émotion que ces faits-là nous procuraient. Avi Pazner, on entend dans notre enquête Anki Spitzer, l'épouse de l'un des otages, nous raconter comment elle apprend que les otages sont en vie. Et c'est bien sûr pour tout Israël un soulagement. Et puis ensuite viendra l'annonce de leur mort. Vous avez vécu vous-même cette double information, cette terrible double information. Oui, vous savez, un moment vous vous élevez comme ça et l'autre moment vous avez l'impression de tomber du 10e étage. Et c'était difficile à croire. Et pendant des jours, je dois dire pendant des jours, tout Israël était comme en deuil. Et c'est pour ça que je crois que le gouvernement d'alors avait pris la décision qu'il fallait faire justice. Alors on va en parler. On entend également dans notre enquête Anki Spitzer qui nous raconte justement comment elle a été convoquée après la mort de son mari à Munich par le Premier ministre israélien de l'époque, Golda Meir, qui leur dit que la main d'Israël les vengera aux quatre coins du monde et qu'Israël saura retrouver les auteurs et les commanditaires. Anki Spitzer, qui, vous allez l'entendre, nous raconte également comment elle était tenue informée de l'évolution de ses actions par d'étranges coups de téléphone. On l'écoute. Quelqu'un m'appelait par exemple à 9h30 et me disait d'écouter les infos à 10h. Je demandais « Qui est à l'appareil ?» Il me répondait « Peu importe ». Et j'écoutais les infos et j'apprenais qu'il y avait eu un attentat à Paris, à Chypre ou ailleurs, et que les victimes étaient les responsables de la prise d'otage de Munich. Et ça, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Je pense que c'était la façon qu'avait trouvé le Mossad pour nous montrer qu'il tenait parole et qu'il pourchassait bien les terroristes. Voilà, Avi Pazner, on a compris que Munich avait été un tournant dans la lutte contre le terrorisme pour Israël. Comment qualifieriez-vous ces actions de riposte, de représailles ou de vengeance, comme on l'entend encore aujourd'hui ? Non, je ne les qualifierai pas par aucun de ces qualificatifs. Je crois que tout simplement, c'est rendre justice de la façon la plus élémentaire, puisque les terroristes se cachaient en Europe, ils ne pouvaient pas être extradités, ils ne pouvaient pas être jugés, ils ne pouvaient pas être emprisonnés, il n'y avait rien à faire. Et il fallait quand même rendre justice, car le sang versé criait jusqu'au ciel. Et la leçon que j'aimerais qu'on apprenne de ce film et de ce débat, c'est qu'on ne doit pas lever les mains. C'est que si un terroriste tue les 3/4 de votre délégation olympique, il y a justice. Que si un terroriste abat les 2 grandes tours de New York, il y a justice. Et ça, à long terme, c'est important qu'on l'apprenne, car j'ai l'impression que le monde du 21e siècle va devoir se défendre contre cette sorte d'agression qui nous menace tous. Munich, c'était le début, mais ce n'était qu'un épisode. Frédéric Ancel, bonsoir. Vous êtes spécialiste de géopolitique. Vous connaissez bien évidemment l'État d'Israël parfaitement, où vous sortez un livre actuellement. Le Mossad, en tout cas, ou une entité des services secrets, on ne sait pas exactement, en tout cas, a répondu à cette prise d'otage de cette façon-là. Quel que soit le territoire, quel que soit le lieu, c'est étonnant. Il y a eu des réactions de certains États. Alors, pour la première fois, le Mossad frappait sur des territoires amis, c'est-à-dire ouest-européens. Ce qui d'ailleurs n'a pas fait plaisir du tout à un certain nombre de services de renseignement notamment européens. Notamment en France avec la mort du docteur Hamshari, par exemple. Ah oui, ça c'est extrêmement vexant pour les services de renseignement français et pour le pouvoir, évidemment, en France. Mais ce n'était pas la première fois que le Mossad frappait à l'extérieur. Et pour cause, c'est un peu sa vocation, puisque c'est un service de renseignement, non pas intérieur comme le Shin Bet, mais extérieur. Et par conséquent, ça a été, si vous voulez, à la fois une nouveauté et quelque chose de relativement classique. Monsieur Pazner, le film Munich de Steven Spielberg revient bien évidemment sur tous ces éléments. Il fait polémique, on en a parlé juste avant notre enquête. Il raconte cette riposte. Est-ce que c'était donc un passage obligé pour l'État d'Israël? Et est-ce qu'aujourd'hui, une reconnaissance officielle des choses pourrait intervenir, puisqu'elle n'a jamais vraiment existé de la part de l'État d'Israël? Oui, l'État d'Israël n'a jamais admis que ces actes étaient perpétrés par des agents israéliens. Et aujourd'hui, mais vous le reconnaissez ce soir simplement. Non, je ne les reconnais pas, puisque je vous ai dit que je vous parle en privé et non en tant que porte-parole du gouvernement d'Israël ce soir.
et en privé, donc je n'ai aucune autorité pour les reconnaître. Alors le problème de cette spirale de la violence, comme certains l'ont qualifié en tout cas, c'est que cette campagne de riposte contre Septembre Noir, contre les commanditaires, a dérapé. Elle a dérapé en commettant une erreur, par exemple. Avec vous, Chico Bouchiki, bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous connaît bien sûr parce que vous êtes le fondateur des Gypsy Kings en France, mais en revanche, on ignorait, en tout cas hormis peut-être les spécialistes, que votre frère avait été assassiné par erreur par les services israéliens, par les services du Mossad, justement. On l'a vu dans notre enquête. En fait, ils ont confondu votre frère avec un autre homme, Ali Hassan Salamé. Au départ, j'imagine que votre famille n'a rien compris à cette affaire. Du tout, on a vraiment été dépassé par l'affaire, mais ça a duré des années. Et c'est d'ailleurs, Monsieur Bassner, bonsoir, la question que j'aimerais lui poser, j'ai été touché par les mots que vous disiez. Vous avez parlé beaucoup de douleur et de justice, mais chez moi, 30 ans après, nous n'avons jamais eu aucune excuse, aucun contact. Il n'y a jamais personne qui est venu voir mes parents et dire « on est désolé ». Simplement ça. On aurait aimé, pendant toutes ces années, qu'il y ait une reconnaissance qui soit faite pour la mort de mon frère. Vous savez, monsieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'État d'Israël n'a jamais admis avoir commis ces actes. Mais je peux, moi, vous dire personnellement à vous que je regrette beaucoup ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé à votre frère, mais je vous le dis personnellement, d'homme à homme, d'être humain à être humain, vous avez souffert, nous avons souffert, et je comprends très bien comment vous vous sentez. Monsieur Pazner, quand je lis le courrier qu'a reçu votre famille, Monsieur Bouchiki, le courrier des représentants de l'État d'Israël, sans admettre une responsabilité pour la mort malencontreuse de Monsieur Bouchiki, ils exprimaient leur tristesse. Vous avez reçu une somme, une indemnité? C'est ma belle-sœur qui a reçu 24 ans après. 24 ans après, votre sœur a reçu... Mes parents n'ont jamais rien demandé, parce que je ne pense pas qu'on peut quantifier, monnayer la mort d'un enfant. Mais ma belle-sœur a reçu 24 ans après une indemnisation. J'aurais aimé qu'elle le reçoive avant pour pouvoir élever dignement sa fille. Mais voilà, c'est la seule chose qui s'est passée. C'est étonnant, Monsieur Pazner. Vous dites effectivement qu'à titre privé, et on l'a bien entendu, et on l'a bien souligné, en revanche, pourquoi l'État d'Israël a commis une erreur? Les hommes du Mossad ont été arrêtés, interpellés. L'erreur est là, elle est faite. Pourquoi l'État d'Israël ne s'est pas tout simplement excusé? Bien, comme vous venez de l'entendre, une indemnité a été versée, peut-être tardivement, mais a été versée. Et il y avait évidemment des raisons d'État et diplomatiques. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure 3 fois, je vous ai dit que l'État d'Israël, en tant que tel et officiellement, n'avait jamais admis, et n'admet pas non plus ce soir, avoir commis ces actes. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est ce que vous avez vu ou ce que vous allez voir dans le film de Spielberg. Essayez d'expliquer la douleur qui nous a saisis, l'horreur dans laquelle nous vivions, et la soif de justice que nous avons essayé d'apaiser. Et des fois, lorsque vous faites des opérations pareilles, des erreurs peuvent être commises. Apparemment, dans le cas de M. Bouchiki, il y a eu erreur de ceux qui ont commis cet acte. Et comme je vous l'ai dit, d'homme à homme, je ressens pour lui une profonde sympathie, pour lui et sa famille. Et c'est malheureux, mais vous le savez, dans les guerres, des fois, des innocents sont touchés. Dans les guerres, il y a aussi des civils qui tombent. Il y a des bombes qui tombent là où elles ne devaient pas tomber. Il faut voir la guerre contre le terrorisme comme une vraie guerre. Et malheureusement, dans la guerre, il y a des fois des innocents qui souffrent. Chico Bouchiki, vous êtes un homme de paix, vous êtes envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. On vous a vu, on vous voit d'ailleurs sur cette photo en compagnie d'Yasser Arafat et Shimon Peres. Vous avez... pardonné, mais vous auriez, on l'a compris, souhaité un geste qui allait plus loin. J'aurais aimé, avant que ma mère disparaisse, elle est malade, on vienne lui dire on s'excuse, simplement. C'est tout ce que j'aurais aimé. Juste un mot, Frédéric Ancel, d'autres États ont retenu cette leçon d'Israël?
Je dirais qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dans ce type de perspective. Dans une large mesure, l'Union européenne, au contraire, tente de jouer plutôt la diplomatie, y compris avec un certain nombre de groupes activistes, voire terroristes. Et d'ailleurs, ce qui vient de se produire au Proche-Orient sera très intéressant. Ce sera un véritable laboratoire. Est-ce que oui ou non, on va discuter avec le Hamas, qui est officiellement considéré comme une organisation de type terroriste? Oui, monsieur Pazner, juste une dernière question. Bien évidemment, on ne peut pas occulter l'actualité. On vient de parler du terrorisme d'il y a 30 ans avec Munich, le terrorisme qui commençait à exister, en tout cas le terrorisme palestinien. Aujourd'hui, avec les résultats des élections palestiniennes, le terrorisme démocratique vient de s'installer juste à côté de votre territoire. Je ne crois pas que vous pouvez utiliser le terme terrorisme et démocratie ensemble. Le fait que le Hamas a été élu est, à mon avis, une grave erreur de la part du peuple palestinien. Le Hamas n'a pas été élu parce qu'il était une organisation terroriste. Il a été élu parce qu'il avait promis de combattre contre la corruption de l'autorité palestinienne et du Fatah, qui a duré depuis 10 ans et que nous avions crié ça sur tous les toits. Mais malheureusement, les Palestiniens ont élu une organisation qui est une organisation terroriste. C'est vrai qu'elle a aussi d'autres facettes. Elle a la facette terroriste, elle a la facette sociale. Eux pensaient peut-être élire la facette sociale, mais ils ont élu un tout. Et c'est une situation nouvelle maintenant qui pose de graves dangers dans la situation du Moyen-Orient, de graves dangers pour Israël, mais pas seulement pour Israël, pour la Jordanie, pour l'Égypte. Et nous devrons maintenant apprendre comment vivre avec cette nouvelle situation. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. Israël, qui n'a jamais négocié avec les terroristes, ne changera pas son attitude. Et si un gouvernement du Hamas est formé ou un gouvernement avec le Hamas est formé, Israël n'aura rien à voir avec ce gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Pazner, d'avoir participé à cette émission. Vous pourrez vous faire un avis également en allant bien sûr voir le film Munich, le film de Steven Spielberg, mais également What Day in September, le documentaire Un jour en septembre, Oscar du meilleur documentaire raconté par Michael Douglas, également dans les salles actuellement. À lire donc Avi Pazner, Les secrets d'un diplomate, aux éditions du Rocher. Eugène Sacomano, Je refais le match, dans lequel vous revenez effectivement sur cette période et cet événement. Chico, L'âme des gypsies, aux éditions Assouline, qui sortira dans quelques temps, je crois. Le 10 mars. Voilà. Et puis Frédéric Ancel, Géopolitique d'Israël, dictionnaire pour sortir des fantasmes, aux éditions du Seuil. Merci à vous tous. Voilà, merci aux équipes de Secret d'Actualité, Jean-Marie Goua, Grégoire Marcet, Thierry Ornet. Serge Calfon était à la réalisation. Dans quelques secondes, 100% foot. Estelle Denis et ses invités vous attendent et nous sommes en retard. Très belle fin de soirée à vous sur M6. Secret d'actualité continue sur M6.fr.